Dès les premiers pas, on est séduit par la douceur que dégagent ces paysages, par ces lumières, par ces vignobles aux courbes harmonieuses, par cette nature à qui on a laissé sa place. L'entre-deux-mers, c'est à la fois un paysage viticole, un pays de collines qui n'est pas sans évoquer les plus beaux endroits d'Italie, mais aussi un territoire à l'histoire et au patrimoine extrêmement riche. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans l'une des plus belles régions de Nouvelle-Aquitaine, à quelques kilomètres seulement de Bordeaux et qui est pourtant insuffisamment connue, cap sur l'entre-deux-mers, la Toscane du Bordelais. L'entre-deux-mers, le nom lui-même est surprenant. Car ce territoire, qui s'ouvre tel un éventail au sud de Bordeaux, délimité par la rivière Dordogne et le fleuve Garonne, est bien loin de l'océan. Mais les apparences sont trompeuses, car c'est bien le caractère maritime de ces cours d'eau qui est à l'origine de ce patronyme. On est ici à plus de 120 km de la mer et pourtant, que ce soit la Garonne au sud ou la Dordogne au nord de ce territoire, sont soumises à la marée. Ces deux rivières ou deux fleuves, on ne sait jamais trop comment les présenter du coup. Mais ici, le marnage, c'est-à-dire l'écart entre marée basse et marée haute, tous les jours est de l'ordre de 2 à 3 mètres. Depuis l'Antiquité, de façon certaine depuis le Moyen-Âge, pour les Gascons, ce fleuve avec ce phénomène de marée, ils l'appelaient la mare ou la mer. Donc on est ici au final entre deux mers, la mer de Garonne et la mer de Dordogne. Il y a pas mal de régions de France qui revendiquent leur ressemblance avec la Toscane. Est-ce que pour toi c'est justifié ici ? On a pas mal de points de comparaison. On a ce vallonnement, ces vignes, ces coteaux boisés, un patrimoine désagréable. Et puis le côté petit village perché avec les allées de cyprès autour des propriétés. Ça fait partie du charme aussi, ce vallonnement où on ne sait pas ce qu'on va découvrir lorsqu'on arrive au sommet de la petite colline pleine de vignes. Ah oui, c'est le côté bandeau sur les yeux jusqu'au dernier moment. Et puis on découvre et puis on replonge à nouveau dans un fond de vallée. Et quand on arrive sur la côte suivante, c'est un nouveau panorama qui s'offre à nous. Une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion, voilà. Historien médiéviste de formation, guide conférencier, David a choisi l'entre-deux-mers pour vivre sa passion pour le patrimoine. Sa particularité est de mener de front deux activités, des études historiques et archéologiques très poussées pour les professionnels, mais aussi des visites du Bordelais pour le grand public. Bref, il adore partager ses découvertes. Alors, quand on lui demande son coup de cœur, il répond sans hésiter « le château de Benauge ». Ce château de Benauge, ça a été le sujet de mes études universitaires. Je crois que la première fois que je l'ai découvert, c'est en arrivant par cette petite route et il s'impose, il parle de lui-même. Tiens, regarde Eric, pour te mettre dans l'ambiance, tu sais ce que c'est ? Non. Ça, c'est tout simplement l'un des 80 boulets qui est utilisé lors du siège de 1253 par le roi d'Angleterre. 80, c'est le nombre qu'on en a retrouvé pour le moment. Je te laisse imaginer ce que ça a pu représenter le jour J. Si le roi d'Angleterre a siégé ce château, ça veut dire qu'il était important. C'est ça, c'est tout simplement le château le plus important du Bordelais à cette période-là, le seigneur le plus puissant. Et le roi d'Angleterre va venir en personne assiéger ce château pendant 40 jours à la tête d'une armée de plus de 5000 soldats. Et les textes mentionnent 2 mangonneaux, donc ces armes de jet qui vont jeter donc ces boulets qui vont finir par venir à bout du château. Si David connaît si bien cette forteresse, c'est parce qu'il l'étudie pour le compte des propriétaires. La famille Journu possède le château depuis plus de 100 ans. Aidés par l'association des Amis de Benauge, Véronique et Philippe, année après année, consolident, restaurent, réparent, redonnent vie à ce monument.
que cette pièce est impressionnante. Où est-ce qu'on se trouve, Véronique? Dans la tour carrée, un endroit que le Seigneur habitait par prédilection, bien sûr. Philippe, c'était dans quel état lorsque vous avez découvert la première fois cette pièce? Eh bien, moi, je l'ai découvert en naissant, on va dire. Mais il y a 40 ans, il y avait un bois ici, des arbres. J'ai fait couper avec un de mes frères 3 pins parasols qui étaient sur cette voûte, au-dessus, et qui, à tous les vents, étaient secoués, qui ne demandaient qu'à faire tomber l'immeuble. 23 ans d'efforts pour cette pièce, cette seule pièce. Philippe et notre dernière fille avaient monté un échafaudage ici, vous voyez, sur ce mur-là, pour le reprendre. Et c'est le seul mur qui n'a pas été refait par les maçons. Avec ma fille, nous l'avions consolidé. Elle devait être contente de ses vacances, votre fille, parce qu'à chaque fois, c'était travail au château, c'est ça? Oui, mais elle revient chaque année pour ça. Ça lui a plu? Ça lui a plu. Au départ, je voulais simplement que les ruines ne s'écroulent pas. Eh bien, maintenant, je suis très heureux d'en avoir fait beaucoup plus que je n'ai jamais osé espérer en faire. C'est sur la piste Lapébie, une ancienne voie ferrée de 50 km transformée en voie verte pour les vélos, que nous retrouvons David, l'amoureux de l'Entre-deux-Mers. Pour connaître aussi bien l'Entre-deux-Mers, j'imagine que tu es né ici, toi, David? Eh bien non, pas du tout. Je ne suis pas du tout originaire de la région et je suis arrivé ici un peu par hasard, il y a 15 ans maintenant, pour terminer mes études. Et mon futur directeur de recherche pour ma maîtrise m'a proposé de travailler sur l'ancienne seigneurie de Benauge. Alors je lui ai demandé où c'était. Il m'a dit que c'était dans l'Entre-deux-Mers. Alors, je lui ai demandé où c'était. Il m'a dit que c'était à l'est de Bordeaux, alors je suis allé voir. Donc c'est vraiment un lieu que j'ai adopté et je crois avoir été adopté aussi. Et puis sur cette piste-là, il n'y a pas la route, il n'y a pas les voitures, il y a ces fameuses forêts de l'Entre-deux-Mers. Ça change aussi des paysages de vignes à perte de vue. Ça nous rappelle qu'on a encore de grandes surfaces forestières au cœur de l'Entre-deux-Mers. C'est super, hein? La grande forêt. La Silva Major, comme on disait au Moyen-Âge. C'est bien elle qui a donné son nom au site le plus important de la région, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la Sauve Majeure. Quand Gérard de Corbie fonde cette abbaye au XIe siècle, il crée bien sûr une communauté religieuse, mais aussi et surtout une entité économique. La Sauve est à sa façon une start-up qui va connaître un succès phénoménal. Naturellement, il y a un intérêt de créer un monastère dans un endroit qui est totalement désert parce qu'on y crée la civilisation, on y apporte la culture et on défriche et on crée un noyau de civilisation, une paroisse ou à un endroit où il n'y avait absolument rien. On ne se rend peut-être pas compte à quel point l'installation d'un monastère bouleverse complètement l'économie notamment d'un pays. Qu'est-ce qui se passe quand les moines arrivent ici? La première action qu'il va falloir faire, c'est défricher, retirer la forêt pour y mettre des terres agricoles. Donc on va planter des céréales, on va planter de la vigne aussi. La création du vin de l'Entre-deux-Mers est ici, à la Sauve. Et c'est à cette époque, au XIe, XIIe siècle, qu'il y a un essor important de l'agriculture, le soc de charrue, le joug des bœufs, des inventions aussi dans la métallurgie qui vont permettre... À t'entendre, c'est des entrepreneurs en fait. Absolument, c'est une entreprise qui se développe. Il y a la nécessité de d'abord travailler pour la communauté des moines, pour leur propre subsistance. Et à partir du moment où il y a des surplus, on commence le commerce. Et là, c'est de l'économie réelle. Là, on rentre dans ce que je devine être une pièce. Oui, c'est la salle capitulaire, la salle du chapitre. C'est là où le père abbé réunit toute sa communauté de moines pour prendre toutes les décisions importantes. Et là où il répète la règle de vie en commun, la règle de Saint-Benoît. À l'apogée du monastère, on a eu 80 moines en même temps dans cette abbaye.
On parlait tout à l'heure de monastère comme une entreprise. Est-ce qu'elle avait des succursales, Oui, ce qu'on appelle des prieurés? À l'époque médiévale, exactement, on appelait ça des prieurés. Ce sont des dépendances, des églises qui font partie de la communauté, mais qui sont dispersées sur tout le territoire. Beaucoup en Entre-deux-Mers, mais aussi en Aragon. Et on a de nombreux prieurés à la frontière de la Belgique. Et on en a même jusqu'en Angleterre. Au fil des siècles, la Sauve majeure va connaître un inexorable déclin. Abandonné, le site devient une carrière de pierre. Un incendie détruit les bâtiments principaux. Restaurée dans les années 60 par les monuments nationaux, l'abbaye offre néanmoins aux visiteurs d'aujourd'hui un voyage plein de sensibilité au temps des artistes du Moyen-Âge. Voilà. Il y a un frisson quand on arrive ici. Le bâtiment est là pour délivrer un message. Par sa forme, déjà, elle reprend la forme d'une croix latine. La porte est à l'ouest, donc on part de l'obscurité et on remonte symboliquement vers le soleil levant pour évoquer la résurrection. D'ailleurs, le terme orienté, c'est tourné vers l'Orient. On dit souvent que l'abbaye de la Sauve a un trésor. Alors c'est quoi ce trésor? C'est là où nous nous situons, dans le cœur. Le cœur de l'abbatiale, c'est le trésor de la Sauve avec sa sculpture romane, très homogène, du début du XIIe siècle. Et devant nous, on a un exemple parfait de cette sculpture, un chapiteau qu'on dit historié parce qu'il nous raconte une histoire. Donc il suffit de lever les yeux et là, on voit Ève qui tend la pomme à Adam. Adam vient de croquer le fruit, puisqu'il porte déjà la main à sa pomme d'Adam, et chacun cache sa nudité. Le péché original, il a ses conséquences immédiates d'ailleurs dans ce récit. Elles sont lisibles sur le chapiteau. C'est pour Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et on le voit travailler du coup avec la terre. Vêtu d'une tunique, en train de travailler le sol, très voûté. On voit Ève en train d'allaiter pour évoquer justement la naissance et la filiation. Dans la douleur. Absolument. Évidemment, les animaux fabuleux, tout ce qui a des écailles qui rampent, qui ramènent justement au péché originel, c'est maléfique. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas les directives de l'Église, voilà ce qui vous attend. Mais il y a une grande efficacité, parce que les gens ne savent pas lire, mais là, ils reçoivent le message. Exactement, ils étaient naturellement imprégnés de cette culture. On n'est pas dans le maniérisme, on ne cherche pas à faire du beau, on cherche directement, directement à délivrer ce message. Il y a quelque chose d'étonnant là. Je lève les yeux, on voit le début de la voûte, le ciel au-dessus. C'est comme si l'état de ruine exaltait quelque part l'émotion. À chaque moment de la journée, à chaque saison, il y a un ressenti différent. Il y a des moments où ça peut même être oppressant. En hiver, quand il fait gris, quand il fait sombre, c'est un autre ressenti qu'on peut avoir. Mais il y a toujours une émotion qui se dégage de ce lieu. C'est un trésor, l'abbaye, et l'écrin, c'est l'Entre-deux-Mers. La Sauve est positionnée au centre de cet Entre-deux-Mers. Elle en est une des premières pierres. Le berceau, c'est ici, c'est à la Sauve. L'Entre-deux-Mers, source d'inspiration pour les artistes d'hier et d'aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Mais autant vous le dire, celui avec qui nous avons rendez-vous a un peu de mal à rentrer dans les cases. Ces créations portent d'ailleurs un nom bien étrange, les herbettes. C'est le long de la Pimpine, une toute petite rivière de 18 km, réputée pour sa richesse écologique, que nous retrouvons François Maurice. Le terrain de jeu idéal pour cet inventeur d'une nouvelle forme d'art. François se présente en effet comme un explorateur. Alors, explorateur, c'est un mot que j'ai inventé parce que quand j'ai fait cet art, donc ça n'existait pas. Ça tombait sous le sens, un explorateur du monde floral, un explorateur. Des chardons comme ça, non, ça te plaît pas? Alors effectivement, ça peut être une tête, mais c'est un peu bizarre. Tu vois, hop.
Voilà, tu vois, il y a des petits pois de senteurs sauvages. Alors je peux pas te dire si ils vont servir, mais voilà, je vais couper là. Il y a encore la rosée du matin. Je commence à mieux comprendre tout à l'heure quand tu me disais explorateur floral. Ouais. Ça signifie là quelque chose de, tout à coup. On rentre dans un autre monde, quoi. Un monde que c'est à notre portée, il suffit juste d'ouvrir les yeux, quoi. C'est la nature parle aux hommes et c'est comme un grand livre. Après, il faut apprendre à lire. Quelques fleurs blanches, ça je vais les prendre, mais ça dure pas longtemps. Alors tu vois, je les coupe un peu plus longues. Hop, parce que il faut le temps qu'elle... L'air de rien, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Tu sais pas encore quoi, mais... Tiens, regarde ces deux papillons bleus, si c'est pas beau. Regarde, t'as vu? C'est bien parce que ça nous on parle. vit un petit moment d'émerveillement. Regarde, ça nous parle, regarde. Ouais. Voilà, simple. Est-ce que ça va être ça? Ça c'est le buste. Voilà. On me dit que ça c'est le buste. Bon, très bien. Donc ça sera pas ça. On me dit, Oui. t'entends quelque chose? Ben, on me dit, je sais pas que j'entends quelque chose, c'est que j'ai mon intuition ou quelque chose que surtout j'intellectualise pas ce que je fais, quoi. C'est ça qui est important. On me dit qu'il faut que je démarre par les jambes. Donc je vais démarrer par les jambes. Quand je suis tout seul, je suis en transe, mais et c'est pareil, quoi. C'est un mot fort, la transe, mais c'est ça. C'est une transe créative, absolument. Je peux pas l'appeler autrement puisque c'est un état où je ne suis pas habituellement. Est-ce que la nature guide mes doigts pour faire ça? Je pense. Ouais, Tu le vois bracelet, ouais. Et alors, faut que j'écoute. Donc là, on me parle de bracelet et maintenant, elle met sa main sur la hanche. D'accord. Alors, on va lui mettre la main sur la hanche. Pas facile. Ok, d'accord. On me dit, après, c'est le chapeau, tu sais faire. Voilà, on me dit, c'est le chapeau, tu sais faire. Donc, il va falloir que je sache faire. On voit que là, le vent, ça la fait vivre. Après, la lumière va la faire vivre. Un petit peu qui coupe plus. Allez, aidez-moi là-haut. Disons, faut que je replace ça vite. Non, on est bien. Je vais juste tourner un petit peu ici. Là. Ok. Voilà, on me dit que c'est parfait. Donc là, je vais l'amener directement en prenant photo. Allez, tac. Voilà, là, je suis quasiment sur la finalité. Je vais rattraper les lumières qui ne me plaisent pas. Voilà. Tu veux que je t'aide? Non. Voilà. Je pense qu'on est bon. C'est grâce à ces photos que toutes tes herbettes elles continuent à vivre. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. À ce moment-là? Ouais, t'es dans le stress en même temps, là, c'est la délivrance. Maintenant, on peut partager. Je voulais te remercier, François. On a vécu un super moment. Superbe. Tu penses que c'est le genre de démarche qui permet un peu de changer le regard des gens sur leur environnement? Oui, je pense. C'est hyper important et je vois les gens, quand ils sont devant les œuvres, ils me prennent la main, ils me disent écoutez, je ne sais pas ce que ça me fait, mais j'ai jamais été aussi ému. Je leur dis qu'on est tous des poussières d'étoiles, ce qui est vrai, et que les herbettes viennent chercher des choses qui sont au fond de notre cœur. Et elles viennent exalter ça, et les gens sont comme ça devant. Évidemment, ça amène un message fabuleux de la nature, quoi. Le regard des enfants, il est particulier? Le regard des enfants, il est comme le regard que j'ai eu là. Et si la nature était une source d'inspiration au point de faire changer les états d'esprit, les pratiques?
Avec 7000 hectares de vignes plantées, l'Entre-deux-Mers est non seulement l'un des plus anciens vignobles du Bordelais, mais aussi la zone AOC la plus vaste de France. Mathieu Verdier fait partie de cette nouvelle génération de viticulteurs plus sensibles aux problématiques de l'environnement. Il a grandi ici, dans le domaine du Château Bessan, à Tabanac. En 2006, il fait un choix radical. Quand tu as repris l'exploitation, tu as décidé de tout passer en bio. Ça se voit concrètement? Alors, est-ce que ça se voit? Tiens, regarde, on va regarder si ça se voit. Donc, regarde, en fait, quand on passe en bio, on repère tout de suite qu'il y a un changement sur le sol. On a des sols, tu vois, qui s'effritent très facilement. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une vie dans les sols, tout simplement. Quand on arrête de mettre des désherbants, on arrête de tuer les lombriques et les micro-organismes qui sont dedans. Donc, on a une terre qui est légère, qui s'effrite, qui sent bon. Tiens, je ne sais pas si tu veux sentir. C'est-à-dire que ça sent la terre. Ça sent la si terre. je comprends bien, Ouais. c'est pas toujours le cas. Alors, c'est pas toujours le cas. Souvent, ça ne peut rien sentir du tout. Là, ça sent la terre, ça sent tout simplement ce que ça devrait sentir d'un sol qui vit. C'est aussi un choix, on peut dire, un peu philosophique. J'ai 3 réponses. La première, un peu sur le ton de l'humour, c'est pour sauver la planète. La seconde, c'est pour protéger notre clientèle, donc ceux qui boivent nos vins. Et ensuite, mais c'est surtout ça, ma première motivation, c'est de me sauver moi-même en n'utilisant pas de pesticides chimiques de synthèse. Tu dis c'est pour rire, mais en fait pas du tout, si je comprends Non, bien. pas- Ça, Pas mais tout t'as à fait. raison. Ouais. Ouais. Où est-ce que tu m'emmènes là, Mathieu? Alors là, je t'emmène sur nos meilleurs terroirs qui bénéficient d'une exposition sud-ouest propice à faire de grands vins. Et on arrive sur presque une falaise. Ah, je comprends. On domine la Garonne, il y a les vallons qui descendent. C'est juste dingue. J'imagine quand même quand tu vendanges ici ce que tu ressens. Mais écoute, nous on a toujours été très heureux de travailler ici. Et c'est un endroit qu'on a envie de faire partager. On s'est dit, c'est pas possible, c'est tellement beau, il faut que les gens puissent y accéder, quoi. C'est comme ça qu'est née en fait cette cabane, la cabane dans les vignes comme tu l'appelles. Après la production, ben, on va présenter notre travail à nos clients et dans un endroit exceptionnel, donc tout le monde en profite. C'est quoi? C'est un bar, c'est un restaurant, c'est ouvert tout le temps Alors non, pour l'instant, on ne sait pas comment ça se passera dans le futur. Tout n'est pas encore calé, mais pour l'instant, on ouvre le vendredi soir et le samedi soir, comme un bar à vin. Alors ce point de vue, il est aussi unique sur la Garonne et sur un phénomène qui se produit de façon régulière, enfin surtout à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est le mascaret. Et alors là, c'est avec ton copain, c'est ça? Un phénomène qui nous est cher avec Olivier. Vous êtes dit quand même, le mascaret, cette vague, quoi, faut qu'on aille la surfer? Olivier que j'ai trouvé dans la Garonne. Hein. Il m'a trouvé dans la Garonne. On s'est connus en fait dans la Garonne. Réellement? Réellement. C'est-à-dire en surfant tous les deux? Ben, tout à fait, on s'est retrouvés un soir au Mascaret. Mathieu arrivait en ramant sur sa planche et lui demandait ce qu'il faisait. Il me dit, tu vois en haut, c'est mes vignes, c'est là que je travaille. Et du coup, moi, je suis venu passer quelques soirées avec lui, bosser même un petit peu. Quelques journées même. Quelques journées. Ben, vous avez fait quand même une séance de surf très particulière, racontez-la nous. Vous étiez habillés comment et qu'est-ce qui se passait? On a fait une soirée mascaré chic, Mascaret chic. avec Chemise, cocktail cravate. et tenue de soirée. Ouais. On est parti de l'idée qu'en fait, la vague du mascaré, elle a un point commun avec le vin, c'est qu'elle se partage. Vous avez un truc commun, c'est la jeunesse, et puis cette espèce de plaisir là, que vous avez, quand vous n'arrêtez pas de dire partage, c'est ça. Hein. Bon, la jeunesse, Olivier, de moins en moins. Mais, Bon, on trinque au mascaret alors, qui va peut-être arriver tout à l'heure, c'est ça, qui va revenir. Allez. C'est depuis l'impressionnant château de Langoiran que nous allons vous saluer, une forteresse bâtie au XIIIe siècle, fief de l'une des seigneuries les plus importantes de tout le duché d'Aquitaine.
une preuve, une de plus, que l'Entre-deux-Mers mérite plus qu'un simple détour. Que vous soyez amateur d'histoire, de patrimoine, de vignoble, de nature ou de randonnée, la Toscane du Bordelais a tout ce qu'il faut pour vous faire succomber.